Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, un réfugié burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie est sans trace depuis hier soir. Enlevé par la police, ses proches et ses amis craignent pour sa sécurité car aucun poste de police ne reconnaît le détenir. La non-solvabilité du gouvernement CNDD-FDD serait à l'origine de la confiscation des documents du jet présidentiel bloqué à Madrid depuis près de 10 ans. Dans ce journal, vous découvrirez l'identité de la fameuse personne dont parlait le président Ndayishimiye sans oser la nommer. Et comme tous les mercredis, la dernière partie du journal est consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question de l'évaluation de la crise burundaise, 11 ans après le coup d'État avorté. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir sur vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par cette actualité en brève qui parle de l'arrestation ce lundi d'un homme nommé Vincent Chiza, originaire d'Okanyosha. Ce citoyen a été appréhendé dans la commune Kayanza sur la colline Munege, anciennement rattachée à la commune Kabarole. Selon les témoins, il venait de l'Ouganda et avait transité par le Rwanda. Les autorités locales affirment que cet homme de 46 ans a été trouvé en possession de médicaments, de billets de banque congolais, d'euros, de billets burundais hors circulation, de billets afghans, de documents de voyage périmés, de diverses photos de passeports, ainsi que de cartes SIM provenant de plusieurs pays. Les habitants expriment leurs inquiétudes, craignant que cet individu ne soit impliqué dans des activités visant à perturber la sécurité du Burundi. Et à ce jour, personne ne sait où il est détenu. En page réfugiés, les actes de persécution contre les réfugiés burundais vivant en Tanzanie se poursuivent. Dans la nuit de ce mardi, un homme du nom de Habonimana Etienne a été enlevé au camp de Nyarugusu par des policiers tanzaniens qui l'ont embarqué dans leur véhicule alors qu'il rentrait chez lui dans la zone 9E5. Ses voisins indiquent qu'il serait victime de ces activités génératrices de revenus qui créent la jalousie et affirment avoir déjà identifié certaines personnes parmi les voisins qui auraient contribué à son enlèvement. Écoutez l'un des voisins d'Etienne Habonimana. Lorsqu'il rentrait, nous avons entendu un véhicule de police passer ici sur cette route. C'était le véhicule habituellement utilisé par la police opérant dans le cas de Nyarugusu. Ils sont arrivés chez lui, ils l'ont fait sortir de force, puis l'ont embarqué avant de partir avec lui. Etienne n'a aucune dette et n'a aucun conflit avec les habitants de cette zone neuve. Nous avons donc été très surpris de voir les agents de sécurité continuer à arrêter déjà sans mandat, sans présenter aucun document et sans même indiquer à la famille où les proches pourraient être retrouvés. C'est pour cela que nous parlons vraiment de ce réfugié survenu cette nuit. Il réside dans la zone 9, dans le parcelle S5. Par ailleurs, nous avons pu identifier certaines personnes impliquées que nous connaissons déjà. Ce sont des individus qui collaborent avec la police pour dénoncer tous ceux qui essaient de s'organiser ou qui font de petits commerces afin de subvenir aux besoins de leurs familles. En certain, Nyomuremi Richard fait partie de ses collaborateurs. Depuis plusieurs jours, il menaçait déjà Etienne en disant qu'il allait lui régler son compte. Nous demandons également à Nyomuremi Richard de comprendre que ce qu'il fait subir aux autres réfugiés n'est pas acceptable. Lui aussi est réfugié comme nous tous et ce genre de situation ne pourrait pas lui plaire si elle était victime. La famille d'Etienne a passé la matinée de ce mercredi à sa recherche dans les postes de police, mais les policiers du camp ont nié le détenir. Une situation qui étonne ses proches puisqu'ils affirment qu'aucun autre accès ne permet à un véhicule de circuler sans passer devant le poste de police. Les amis et voisins d'Etienne lancent un appel à toute personne capable d'intervenir afin qu'il ne soit pas tué comme cela est déjà arrivé à d'autres personnes enlevées auparavant.
La famille a fait tout son possible en son mandat à la police, mais les policiers ont nié détenir cette personne. Ils nous ont répondu qu'ils n'étaient au courant de rien et que c'était même nous qui les apprenions ce qui s'était passé. Ce qui nous étonne beaucoup, c'est qu'un véhicule puisse circuler, prendre quelqu'un et repartir, alors que nous savons très bien qu'il n'existe que des barrières d'entrée et de sortie du camp sans autre passage possible pour un véhicule. Nous lançons donc un appel à toute personne capable d'intervenir afin de nous aider à retrouver et savoir où se trouve notre proche Étienne jusqu'à cette heure, car malgré toutes les recherches effectuées, nous n'avons toujours obtenu aucune réponse. RPI. Page politique à présent. Le président de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, affirme que les événements survenus en 1972 au Burundi ne constituaient pas un génocide planifié visant les Hutus, mais plutôt des massacres commis à la suite d'actions menées par un groupe de réfugiés burundais Hutus vivant en exil en Tanzanie, lesquels avaient planifié de tuer les Tutsis. Dans une lettre adressée en 2018 au président burundais Feu Pierre Nkurunziza, Museveni indiquait qu'il avait conseillé à ces personnes de ne pas agir ainsi et regrette que ces dernières ne l'aient pas écouté. Clovis Nyonzima revient là-dessus. Dans une lettre adressée au président du Burundi, Pierre Nkurunziza, le 8 décembre 2018, le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, explique d'abord à son homologue qu'un mouvement révolutionnaire se distingue d'une organisation terroriste, non seulement par les objectifs qu'il poursuit, mais aussi par les méthodes qu'il utilise. Comme nous le lisons dans cette lettre, dont copie a été également envoyée aux chefs d'État de la région, notamment le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Soudan du Sud, Yoweri Museveni poursuit en disant qu'un groupe qui utilise la violence anti-toi sans distinction des femmes, des enfants et des non-combattants, même si la cause qu'il défend est juste, devient un groupe terroriste. Le président Museveni indique également dans cette lettre que, bien qu'il n'ait pas suivi de près pendant environ 20 ans les événements survenus au Burundi, il a été un témoin direct des événements de 72 au Burundi. Il affirme être témoin des crimes commis par les rebelles Hutus ayant collaboré avec les moléristes du Congo qui ont tué des enfants, des femmes et des non-combattants à l'aide de machettes, tout en se présentant comme des combattants de la liberté. Selon lui, ces violences avaient été préparées par des réfugiés burundais Hutus vivant en Tanzanie, notamment Celius Mahacha, Emmanuel Buname et Biolero. Dans cette même lettre adressée à Pierre Nkurunziza, alors président du Burundi, Museveni affirme qu'il avait conseillé à ces personnes de ne pas agir ainsi et de ne pas lancer une action sectaire, ni commencer des combats avant d'avoir organisé un mouvement discipliné et clairement structuré, mais qu'il ne l'avait pas écouté. Il conclut en disant que l'usage de la violence dans une révolution est comparable à l'utilisation d'un bistouri en chirurgie. Si on l'utilise mal, on devient un boucher au lieu d'être un chirurgien. Museveni ajoute qu'au regard de l'histoire complexe de nos pays qui sont Ouganda, Burundi, Rwanda, Kenya et le Soudan du Sud, cela constitue une raison supplémentaire d'adopter parfois une approche flexible pour résoudre des problèmes simples mais rendus complexes par une mauvaise gouvernance. Clovis Nyonzima, politique toujours, la commission Vérité et Réconciliation CVR en sigle s'est vue attribuer depuis 2024 des compétences relevant autrefois de la Commission nationale des terres et autres biens ainsi que la CSTB qui est une cour spéciale qui était chargée de connaître des recours contre les décisions de cette commission. Cette évolution s'est opérée en violation de l'accord d'Arusha qui avait pourtant défini les missions et les limites de la CVR ainsi que la constitution burundaise qui en découle dans cette série d'analyses consacrées aux violations de la loi commise par la CVR. Nous avons jugé nécessaire de commencer par rappeler les dispositions de l'accord d'Arusha ayant conduit à la création de cette commission ainsi que les missions précises qui lui avaient été confiées. Ce sera avec janvier Nina Hazri. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi signé en 2000 a institué la commission Vérité et Réconciliation afin de répondre aux conséquences des violences qui ont marqué le pays depuis l'indépendance. Le protocole 1 reconnaît que le Burundi a connu des actes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, contre les communautés Hutu et Tutsi.
L'accord affirme alors la nécessité de lutter contre l'impunité et de reconstruire l'unité nationale. Selon le protocole 1, article 8, la mission principale de la CVR était d'établir la vérité sur les violences commises entre le 1er juillet l'an 1962 et la signature de l'accord d'Arusha, d'identifier les victimes et les responsabilités, ainsi que de favoriser la réconciliation nationale. Cette séparation est renforcée par le protocole 2, article 9, successivement au point 1 et 2, qui affirme que le pouvoir judiciaire de la République du Burundi est exercé par les tribunaux, ensuite que le pouvoir judiciaire est impartial, indépendant et régi exclusivement par la Constitution. Nul ne peut s'ingérer dans le fonctionnement judiciaire. Cette disposition démontre que l'accord entendait préserver l'indépendance de la justice et empêcher toute confusion entre les mécanismes politiques de réconciliation et les institutions judiciaires compétentes pour juger les crimes internationaux. L'accord traite également les litiges liés aux terres et aux biens spoliés durant les crises. Le protocole 1, article 7.25, prévoit la réhabilitation, la réinstallation, l'indemnisation des victimes, ainsi que la restitution des biens confisqués aux ayants droit. La CVR pouvait proposer des réparations, mais leur exécution devait être assurée par les institutions compétentes de l'État, notamment la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés. Ainsi, l'accord d'Arusha a conçu la CVR comme un instrument de vérité, de mémoire et de réconciliation nationale, mais non comme une juridiction chargée d'exercer une justice pénale. Dans notre édition de demain, nous parlerons des prérogatives de la CVR, nonobstant que cette commission se sert en violation de la Constitution. Merci également à toi, Janvier Ninina Hazgue. Je vous le disais en titre, les documents du jet présidentiel ont été confisqués par l'ancien ambassadeur du Burundi en Afrique de l'Ouest. L'ambassadeur Shérif Haïdara, désigné par les autorités burundaises pour accompagner l'appareil à Madrid, a pris ses papiers pour faire pression à l'État burundais qui lui doit une somme importante d'argent. Le reportage est signé Inès Gakis. Parmi les autorités qui apparaissent dans des échanges de courriels liés à l'achat de l'avion présidentiel en 2014 figure l'ambassadeur Shérif Haïdara Bokoum. Dans des copies d'emails en possession de la RPA, certains ont été écrits par l'ambassadeur Haïdara au général Alain Guillaume Bunyoni, alors chef de cabinet civil du président Nkurunziza. En 2017, lorsque l'avion a été envoyé en Espagne, des sources de la RPA indiquent que c'est l'ambassadeur Haïdara qui a été choisi pour l'accompagner, une mission qu'il a acceptée. Arrivé à l'aéroport de Cuatro Vientos à Madrid, il a pris tous les documents de l'appareil avant d'en informer les autorités burundaises. Toujours selon nos informations, celui qui était alors proche du président Nkurunziza a signifié aux autorités qu'il ne restituerait les documents qu'après paiement de l'ensemble des sommes qui lui sont dues, des montants jugés très importants par nos sources. En effet, en plus de ses fonctions de représentant du Burundi en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, Shérif Haïdara accomplissait certaines missions spéciales pour le président Nkurunziza, des missions qui n'auraient pas été toutes rémunérées. Depuis lors, l'avion Gulfstream G4, immatriculé 9U-BKB, est immobilisé à l'aéroport de Cuatro Vientos. Interrogé le mois dernier en avril sur la situation de cet avion, le président Évariste Ndayishimiye a déclaré que la personne détenant ces documents était introuvable. L'avion doit quitter Madrid pour l'Angleterre. Il ne peut pas quitter Madrid sans documents. Et ne parvenons pas à localiser la personne qui détient ces documents. La réponse du président Ndayishimiye est difficile à croire car, à son arrivée au pouvoir, Shérif Haïdara représentait encore le Burundi en Afrique de l'Ouest. Il a été relevé de ses fonctions en 2022 par le président Ndayishimiye, qui, d'après certaines sources diplomatiques, le considère comme un escroc. Non seulement l'ambassadeur Haïdara a représenté le Burundi durant plusieurs années, mais il est aussi le mari de l'actuelle ambassadrice du Burundi en Tanzanie, Madame Léontine Nzeyimana. Aujourd'hui, selon des sources du gouvernement Ndayishimiye, les autorités burundaises sont dans une impasse. Récupérer les documents de cet avion impliquerait de régler la dette réclamée par l'ambassadeur Haïdara, mais ne pas la payer n'épargne pas non plus le gouvernement burundais qui continue de supporter certains frais pour cet appareil immobilisé depuis des années à Madrid. Dans nos éditions de demain, nous reviendrons sur l'état de cet avion qui approche 10 ans immobilisé à l'aéroport de Cuatro Vientos à Madrid.
Inès Gakiza, en page gouvernance, la PARSEM conseille au gouvernement burundais de reconnaître son incapacité à bien diriger le pays et faire preuve d'humilité en s'inspirant des modèles de gouvernance d'autres États afin de redresser la situation. Au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi, Faustin Ndikumana a déploré également le fait que les dirigeants burundais restent indifférents à la pauvreté que traverse le pays et leur suggère de se rapprocher des intellectuels et des experts burundais qui peuvent contribuer à corriger les dysfonctionnements observés dans la gestion du pays. Suivez. Aujourd'hui, notre organisation PARSEM tient une conférence de presse où présente son rapport analytique par rapport à la situation de la vie du pays dans tous les secteurs. Si on analyse l'évolution de la situation socio-politico-économique du pays dans tous les secteurs, on constate le durcissement des problèmes qui hantent notre pays, le durcissement des défis qui semblent ne pas trouver solution, qui semblent ne pas offrir l'attention particulière, la lucidité particulière des autorités pour y trouver des solutions concrètes, des solutions adéquates. Un leadership national qui se dérobe de plus en plus, qui n'assume pas l'échec évident de la situation. Les problèmes pour une nation sont toujours là, mais quand il n'y a pas une volonté d'y consacrer une attention particulière, si ce gouvernement, si ce leadership ne consacre pas cette attention particulière au quotidien et n'assume pas comme premier responsable quand il s'agit de l'échec, c'est un gouvernement qui ne comprend pas encore ses missions. Et assumer l'échec. Et on interpelle la conscience du leadership actuel d'assumer ses responsabilités devant notre nation qui se met petit à petit et qui se consume à petit feu. Il n'est plus de régner sans gouverner. C'est de l'action, de rendre compte si le pays est miné par d'autres problèmes et que s'ajoute de surcroît, c'est presque un désespoir qui a envahi toute la nation. Les ne savent plus à quel sens se vouer. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle, se dit préoccupée par la détérioration de la qualité d'enseignement supérieur, surtout dans les institutions publiques. Cette fédération se base sur le classement sorti le 5 mai 2026 par la Commission nationale de l'enseignement supérieur, CNES en sigle. Antoine Manouma, président de la FENASEB, indique que ce recul observé au sein des universités publiques est dû à différents facteurs, notamment le manque d'enseignants compétents ainsi que les mauvaises conditions de vie des étudiants. Il interpelle le gouvernement à doter ces institutions de moyens suffisants pour leur revalorisation. C'est plutôt Antoine Manouma, président de la FENASEB. La Commission nationale de l'enseignement supérieur, CNES, a rendu public le classement des institutions d'enseignement supérieur public et privé à l'issue d'une évaluation opérée à l'échelle nationale. Parmi les institutions d'enseignement supérieur public, l'école normale supérieure vient en tête, alors que pour les institutions d'enseignement supérieur privé, il s'agit de l'université d'Ongozi. Si l'on considère le classement général, les institutions d'enseignement supérieur privé prennent le sommet. Il s'agit de l'université d'Ongozi et l'université Espoir d'Afrique. L'école normale supérieure vient en troisième position. Cette situation est tributaire de l'organisation générale, de la disponibilité des enseignants, surtout compétents, la disponibilité du matériel qui appuie les enseignements et surtout les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'organisation de l'année académique, la qualité des enseignements, les connaissances et les compétences acquises à la fin du cursus académique, etc. Il est évident que les institutions d'enseignement supérieur public connaissent un recul comparativement à certaines universités privées qui connaissent une évolution significative. Il en est ainsi parce que ces institutions d'enseignement supérieur public sont confrontées à moult difficultés, notamment la carence d'enseignants suffisamment compétents. Même ceux qui sont disponibles ne sont pas tranquilles suite à une faible rémunération. Ils sont attirés par les universités privées pour combler le manque à gagner. Le matériel et les technologies en qualité et en quantité suffisantes. Dans certaines filières, les effectifs sont élevés dans les auditoires. Le renforcement de l'enseignement pour tous les étudiants devient impossible. Les mauvaises conditions de vie des étudiants suite à la fermeture des restaurants et homes universitaires. Il s'avère nécessaire que le gouvernement prenne des mesures adéquates et surtout revoir à la hausse les moyens alloués aux institutions d'enseignement supérieur de son ressort pour leur revalorisation.
Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui revient aujourd'hui sur les 11 années qui viennent de s'écouler depuis la tentative de putsch contre le pouvoir de feu Pierre Nkurunziza, une tentative visant à contester les exactions de son régime. Au cœur de la société vous est présenté par Révérien Bazikam. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 13 mai 2015 reste une date marquante dans l'histoire du Burundi. Ce jour-là, un groupe de militaires et de policiers a tenté de renverser le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Ce groupe disait représenter de nombreux Burundais qui estimaient que ce régime était en train de violer les droits des citoyens, notamment parce que Pierre Nkurunziza cherchait à briguer un troisième mandat considéré comme contraire à la constitution burundaise, une position qui sera plus tard confirmée en 2021 par la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est. Depuis cette période, de nombreux abus ont été signalés. Plusieurs citoyens opposés à ce troisième mandat ont été tués, d'autres ont disparu et ces violations continuent même aujourd'hui sous le régime d'Evariste Ndayishimiye. Pour les hommes politiques opposés au sein des DFTD, les Burundais dans toutes les diversités devraient comprendre que le véritable combat à mener est celui de l'intérêt supérieur de leur pays natal. C'est ce que nous allons suivre dans ce mini-magazine au cœur de la société, présenté par le Révérien Bazikam. Soyez les bienvenus. Il y a 11 ans, un groupe de militaires a tenté de renverser le pouvoir de Pierre Nkurunziza à raison des abus que son gouvernement commettait contre les Burundais et de sa volonté de prolonger son mandat. Depuis cette période, les exactions contre les Burundais n'ont cessé de s'aggraver jusqu'aujourd'hui où Evariste Ndayishimiye, lui aussi, s'apprête à briguer un nouveau mandat. Les détails avec notre confrère Désiré Atungimana. Le 13 mai est une date inoubliable pour les Burundais. Ce jour-là, le général Godefroid Niyombare et ses compagnons ont tenté de renverser Pierre Nkurunziza après des vastes manifestations qui se déroulaient principalement dans la capitale Bujumbura pour empêcher Nkurunziza de briguer un troisième mandat qui viole la Constitution. Ce coup d'État était perçu comme une tentative de rétablir l'ordre constitutionnel afin que les Burundais soient dirigés par celui qu'ils avaient choisi conformément aux règles démocratiques. Mais le groupe de militaires dirigé par le général Niyombare n'a pas atteint son objectif et l'échec du putsch a entraîné de lourdes conséquences. La plupart des putschistes ont été arrêtés et emprisonnés, d'autres ont pris la faute. De nombreux opposants au parti CNDD-FDD ont également été persécutés, certains échappant à la mort par miracle. Durant ces 11 années, la situation du pays s'est fortement dégradée. La famine s'est installée, les véhicules sont restés immobiles faute de carburant, les devises sont rares, l'éducation a reculé avec des enfants contraints d'étudier assis par terre comme à l'époque monarchique. Même le ministre de l'Éducation a reconnu que certaines universités devraient être fermées, les journalistes ont perdu leurs droits, les enseignants et les médecins ont quitté leur métier pour aller faire des travaux manuels dans les pays arabes, faute de salaire décent. La justice est restée sous contrôle de l'État. L'insécurité provoque des assassinats, y compris celui d'un ministre. La liberté politique a été muselée et toute voix critique était réduite au silence. Sur le plan politique, quiconque n'appartenait pas au CNDD-FDD était exclu de la vie publique. Le parti s'est comporté comme un parti unique, contrôlant la commission électorale et marginalisant les autres formations. Lors des élections de 2020 qui ont porté Evariste Ndayishimiye au pouvoir, les partis d'opposition avaient été affaiblis ou dissous. Aux élections législatives de l'an dernier, le CNDD-FDD a remporté 100% des sièges, faute de concurrents. Pour les élections présidentielles prévues l'an prochain, le candidat du CNDD-FDD est déjà connu. Il s'agit d'Evariste Ndayishimiye. Le calendrier est fixé sans consultation des autres partis politiques qui protestent, mais sans effet. Ainsi, le CNDD-FDD agit comme un parti unique. Toute critique est réprimée et ceux qui osent dénoncer les dérives du pouvoir sont réduits au silence par la prison, l'exil ou la mort.
Merci à toi, Désiré Tundimana. Les Burundais devraient tirer les leçons et se souvenir de ce qui est arrivé au Burundi au cours de ces 11 dernières années afin d'agir pour sauver le pays avant qu'il ne sombre définitivement. Ces propos sont de Frédéric Bamvuginyuvira, président de la coalition politique Sefor Arusha. Selon lui, le pouvoir de CNDD-FDD a démontré qu'il ne souhaite pas le bien des Burundais depuis qu'il a violé l'accord d'Arusha, la Constitution, et refusé d'appliquer la décision de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est concernant le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Cet homme politique estime qu'un pays qui piétine ses propres lois n'a plus aucun repère. On devrait aujourd'hui se poser la question. Qu'est-ce que nous avons gagné avec ce pouvoir issu de ce forcing pour le 3e mandat? Rien. Si ce n'est que des misères, des réfugiés, des problèmes sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur tous les plans, où on voit que nous sommes en train de descendre direct vers justement un inconnu. Nous sommes en train de faire un saut dans l'inconnu. Donc, ce qui cause un véritable problème. Deuxième élément, souvenez-vous de la décision de l'arrêt de la Cour de l'East African Community et où, dans son contenu, il a été dit que le mal burundais est d'avoir eu une Cour constitutionnelle qui a validé ou qui a avalisé la décision du parti et de feu président Nkurunziza disant que le 3e mandat était légal. Eh bien, cette Cour a dit que non seulement cette décision de la Cour constitutionnelle burundaise a passé outre l'accord d'Arusha et la constitution de la République du Burundi de mars 2009, mais également cette décision a entaché les textes fondamentaux de la Cour de East African Community. Donc, ce qui fait que même cette communauté de l'East African Community a été déstabilisée par une telle décision. Le président de la République, c'est lui qui dirigeait cette communauté de l'Afrique de l'Est à cette époque-là de la décision. Mais voilà que comme lui et ses amis, ils ne comprennent rien du respect de la loi, ils ont décidé de marcher avec, croyant que justement l'East African n'a rien pris comme décision, comme coup, alors que ce sont des institutions qui sont de cette communauté. Comment est-il possible que vous dirigez une communauté, la Cour décide et vous en êtes le président et vous ne dites rien. Vous n'appliquez pas ces décisions dans votre propre pays. Et ça devient un problème réel qui devrait quand même nous interpeller tous. Et ça devient un problème qui nous montre qu'on n'a pas de voie de sortie dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre si nous gardons ce pouvoir justement en place. Frédéric Bamvuginyuvira, président de la CEFOR Arusha, estime que le pouvoir de CNDD-FDD devrait quitter le pouvoir car il n'a jamais répondu aux attentes exprimées par les Burundais. Il appelle tous les Burundais, au-delà de leurs différences, jeunes, femmes et forces de sécurité, confessions religieuses, à se lever pour refuser de continuer à être traités comme des esclaves. Le pouvoir ne fera rien parce que tout ce que nous avons déjà suggéré comme solution, rien n'a été respecté, rien n'a été fait. Et que par conséquent, ce pouvoir n'entend plus raison. Il a besoin justement d'être forcé à partir. C'est l'unique solution. C'est pour cette raison que peut-être les propositions seraient orientées vers d'autres parties de la population, notamment les militaires, des policiers animés encore de bonne volonté, qui ne sont pas soumis à la volonté du pouvoir, et il y a les politiciens qui sont en place, et puis il y a les églises, les confessions religieuses, les femmes, les jeunes, qui doivent justement se rencontrer quelque part, je ne sais pas où, pour discuter de l'avenir de leur propre pays. On ne peut pas accepter que nos dirigeants se comportent comme si ce pays n'est plus digne, que les hommes, toutes les femmes ne valent plus rien et qu'ils peuvent continuer à prendre des décisions qu'ils veulent, exactement comme il avait fait en 2015. Je crois qu'il est grand temps que des Burundais quand même parviennent à dire non. Il faut qu'il y ait des cadres, il faut animer des cadres pour pouvoir échanger des propositions, des solutions politiques. Je crois que comme la société civile essaie d'animer des conférences, la classe politique devrait faire de même, les femmes devraient faire de même, les jeunes devraient faire de même, des militaires
animés de bonne foi, devraient faire de même pour analyser justement l'avenir du pays. Je crois que c'est à ce moment-là que le pouvoir va comprendre que quand même, il y a des gens qui commencent à prendre conscience, mais qu'on ne peut pas continuer à croiser les bras alors que le pays est en train de sombrer. Frédéric Bamvrinyumvira, il est président de la coalition politique Sefor Arusha. Il a clairement affirmé: les Burundais sont appelés à ne pas se laisser intimider, mais plutôt à défendre les intérêts de la nation et de l'ensemble des citoyens, au lieu de privilégier les intérêts d'un petit groupe de personnes, comme cela se fait, selon lui, sur le régime actuel au Burundi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Notre prochain rendez-vous est fixé à mercredi prochain. Au cœur de la société vous a été présenté par moi-même et Réveillé Baskamé. Au revoir, à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 13 mai 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzanedza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.